The Great Review. Il paraît que tu es très fort. Et ça fait un paquet de temps que j'ai des gens qui me demandent « Ouais, pourquoi tu restes pas The Great Review ?» J'adore. En fait, je sais, je connais. Ils veulent me voir te passer de la pommade. Pour l'instant, j'achète pas, hein. Je suis désolé, mais... Ouais, de la pommade. Je vais t'en passer, moi, de la pommade. Là, je m'emmerde, parce que je viens de la regarder, ta vidéo, et j'ai 2-3 choses à t'en dire. Let's go. Les jeux de combat, ça a toujours été à part. Wow. Alors là, dès le départ... J'adore. La phrase qui commence sur le fond noir. Les jeux de combat, ça a toujours été à part. Bam! Et tout de suite, on se prend une claque. Ça commence très très bien parce que ça, c'est un truc que souvent les gens ont du mal à faire. C'est commencer. Là, il y a une phrase, une punchline. T'es hooké direct. Tout le monde le sait, je joue pas, mais j'ai joué. Et j'ai beaucoup joué à Street Fighter. Et quand il dit les jeux de combat, ça a toujours été à part. Quand tu entends jeu de combat, tu penses à Street Fighter. Et bam! Première image qui te met, Ryu. C'est fin. C'est fin. Allez, ça commence bien, on est parti. Ils sont pas si répandus que ça, hein. Vous avez tous des potes qui jouent régulièrement à des jeux de tir, à des jeux d'aventure ou à des trucs mignons où il faut faire pousser des carottes, mais c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui débarque en disant moi ce que j'aime, ou c'est vraiment Street Fighter. Mais quand tu vas à leur compétition, le niveau de hype... Oh là là! Alors, déjà pour la petite histoire, parce que faut quand même qu'on sache d'où on part, j'aime beaucoup The Great Review. Il a une façon de parler qui est mais vraiment fascinante. Parce que t'as l'impression que t'es dans la pièce avec lui et que c'est ton pote qui essaye de vendre un truc qu'il kiffe, quoi. Là, déjà, dès le début, en quelques secondes, il y arrive bien, parce qu'il y a plusieurs petites techniques qui sont dedans, hein. Il nous parle de jeux de combat, boum, on se prend quelques images. Tout de suite, moi, je commence à avoir des choses qui m'arrivent en tête. Bah ouais, moi, ça me rappelle des choses, putain. Les après-midi, les nuits passées à jouer à Street Fighter, les ampoules au pouce. Et il dit, ouais, mais là, tu vois, il y a cet événement, ça a toujours été une ambiance à part. Et il va te le montrer. Ça là, vous voyez ce genre d'ambiance quand le joueur explose et que tout le monde était à 30 cm de lui et que ça se précipite sur lui et que ça l'attrape. Puis l'intonation dans la voix, on sent qu'il est excité de nous en parler. On a ces moments comme ça quand on est là, on rencontre des potes, et on leur dit attends, vous savez pas ce qui m'est arrivé, non mais c'est un truc incroyable, c'est génial, le truc. Et ben on ressent ça dans sa voix. On n'a pas l'impression d'écouter une vidéo qui a été écrite et enregistré. Je sais pas comment il travaille, hein, s'il écrit beaucoup d'avance ou s'il est plus en impro. On va essayer de voir si j'arrive à cramer des trucs dans sa façon de parler, si je le vois lire des choses ou des choses comme ça, mais c'est extrêmement naturel, quoi. Et ça, il a un don pour ça, c'est rare. Souvent, la voix off, on prend un ton de voix off. Là, c'est pas ce qu'il fait. Là, on a le truc le plus naturel possible et on a notre pote qui nous parle. C'est fort. Et quand vous voyez ça, vous vous dites comment est-ce que quelque chose qui génère des émotions pareilles chez les gens fait bande à part au point où quand on classe les différentes scènes e-sport, ils sont généralement même pas cités. Et un jour, j'ai vu des commentateurs dire ce n'est pas de l'e-sport, c'est la FGC. La FGC, c'est la communauté des jeux de combat. Donc ils savent qu'ils sont à part et ils ont l'air d'en être très très fiers. Même si ça sent un petit peu que c'est différent dans la façon de rentrer dans la vidéo par rapport à ce qui se fait habituellement, en fait c'est un peu pareil. Donc il arrive avec une punchline, donc là on est hooké, il nous pose un contexte et ensuite derrière, naturellement, il va nous poser une promesse. Vous allez voir. Leurs règles sont super différentes, leur culture est super différente. Et j'ai voulu savoir pourquoi, ça m'a trop intrigué. Donc j'ai fouillé et il va falloir qu'on fasse un sacré flashback. Parce que la raison pour laquelle ils ressemblent à aucune autre scène compétitive, c'est ils sont les derniers descendants vivants d'une culture bien spécifique. Là, il nous intrigue avec des trucs, une culture bien spécifique. Mais quelle est donc cette culture? Par contre, il n'y a pas encore eu de promesse. Les premières consoles étaient hors de prix et en plus, elles avaient aucune puissance. Mais d'un autre côté, tu pouvais aller au centre. On est encore dans le contexte. Et c'était 25 centimes la partie. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu la promesse. Était beaucoup plus beau parce qu'il y avait beaucoup plus de place pour mettre. Alors déjà, dans les machines. Je refais pause, hein, je vais faire pause souvent et je m'en fiche. Si vous n'êtes pas content, vous allez voir la vraie vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. Déjà là, il fait un truc qu'on voit pas souvent, c'est qu'il est pas en train de faire une intro millimétrée. Vous connaissez les règles, hein. Il faut qu'une intro YouTube, ce soit moins de 30 secondes parce que sinon les gens ils s'en vont et il en a rien à foutre. Ça c'est la raison pour laquelle les gens ont commencé à aller aux arcades. Ça c'est moi. C'était des endroits incroyables. C'était comme avoir un mini parc d'attractions à côté de chez toi. Tes parents te suivaient. L'odeur du popcorn, mon gars. Ça sentait le popcorn et les bonbons quand t'arrivais. L'odeur du popcorn, les gars. L'odeur du popcorn, putain. Juste des galeries et des allées de trucs brillants partout et des nouveaux jeux vidéo partout où tu regardais. L'excitation dans la voix. Ce qui est marrant, c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'il a déjà réussi à me mettre dans le même état d'excitation que lui, avec le son de sa voix. Vous voyez ce cliché de les jeux vidéo, ça isole? Que c'est un passe-temps pour un mec qui sort pas de sa chambre et qui voit personne. À l'époque, c'était le contraire. C'était incroyablement sociable. Tu allais tous les jours dans un endroit rempli de gens qui parlaient jeux vidéo toute la journée. Ton premier réflexe dans une salle d'arcade, c'est quoi? Tu te tournes vers le gosse qui est à ta droite et tu fais frère, comment on joue à ça? Ouais. Il t'explique. Putain, mais c'est incroyable. Alors là, pour le coup, je suis un peu surpris parce que je pense qu'il est quand même pas mal plus jeune que moi. Parce que la façon dont il en parle, il y est. On a l'impression qu'il se rappelle et qu'il nous retransmet ce truc-là.
Et la fois d'après, quand tu le revois, vous êtes potes. Et ça marche dans l'autre sens aussi. Tout le monde dans la salle sait c'est quoi les jeux auxquels tu joues le plus. Quelqu'un que t'as jamais vu vient te chercher pour que tu lui donnes des conseils sur un jeu où il galère. On dirait vraiment qu'il est en impro et qu'il écrit Il y a pas, un quoi. employé de l'arcade qui arrive avec une nouvelle machine. Et il l'installe devant tout le monde. Et c'est comme ça que tu réalisais qu'un jeu venait de sortir à cette époque. La machine était installée devant toi. En Il a fait, fini de l'installer. Et là, silence. il y a cette mode de faire du storytelling. Et on a brandé ça sur YouTube, le storytelling. Et The Great Review, c'est un des maîtres du storytelling. Vous verrez ça partout sur Internet. Et moi, le mot storytelling, il veut rien dire. Pour moi, c'est pas une mode. Ça veut juste dire raconter des histoires. Et c'est ce qu'il fait, il raconte des histoires. Mais il y a plein de façons de le faire. Mais là, c'est un peu plus. Il y a un côté conteur. Donc, en fait, plutôt que de prendre les codes YouTube, il prend ses propres codes à lui. Là, il est en train de te mettre dans le bon état d'esprit. Tu te rappelles cette époque-là, quand on est à la salle d'arcade, t'as presque l'impression que c'est un membre de la famille, quoi. Comment tu fais ça, mec? Vous comprenez que les gens qui ont connu les arcades à leur prime sont inhumainement nostalgiques de ça. C'est un endroit où ils ont passé des milliers d'heures, c'est un endroit où ils sont tombés amoureux du jeu vidéo, c'est un endroit où ils se sont fait tout un tas de potes. Mais oui, Double Dragon, les mecs. Double Dragon. Malheureusement, c'est un endroit qui ne peut pas survivre. Tout le monde sait que ça ne peut pas être l'avenir du jeu vidéo. Il prend son temps. Je suis vraiment impatient de savoir c'est quoi sa promesse là-dedans, quoi. Et qu'il y a 10 000 activités dedans, et qu'il faut 800 heures pour le finir, et que l'histoire est trop bien. Vraiment, le jeu, il est incroyable. Il n'y a pas une salle d'arcade qui va te l'acheter. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des jeux qui sont basiques, extrêmement simples, il faut pas faire fuir les jeunes, et, si possible, extrêmement difficiles, parce que c'est financièrement bien s'ils doivent remettre une pièce toutes les 5 secondes. Cette vidéo, c'est une Madeleine de Proust. Tous les devs, qui ont grandi dans les salles d'arcade, savent bien que le futur se joue sur console. Là, moi, à ce stade, je me demande pourquoi il insiste autant sur la différenciation entre console de salon et salle d'arcade. Bientôt il sera vide, et ils le vivent mal. Et donc, commence à apparaître chez les devs du début des années 80 une sorte d'obsession à l'idée de créer un jeu qui serait rentable pour les salles, mais en même temps, qui serait tellement bien qu'il arriverait à convaincre les gens de ne pas partir. Le jeu. Parmi Street toutes ces Fighter. équipes, Évidemment, c'est il y Street en a qui Fighter. sont plus excentriques que d'autres. Voilà. Et là c'est un peu l'intro Ocean's Eleven, tout ça. On va nous présenter les super-héros de l'histoire, quoi. Ok, Bon, lui c'est c'est japonais. Yoshiki Okamoto. À la base, il bosse chez Konami. Et un beau jour, les boss de Konami lui ont dit « Yoshiki, fais-nous un jeu de voiture. » En ce moment, ça marche bien. Outrun. un jeu de voiture. Yoshiki Putain, a les fait gars, ça, là, certainement. on est parti. Il a Hein. pris tout Je le vais, budget, il a je fait vais, Space je Fighter. vais partir en sucette. Et quand les boss de chez Konami lui ont dit attends, ce n'est pas du tout un jeu de voiture, il a dit écoutez, j'ai décidé que vous aviez tort. Et il a ajouté, Rien à battre. comme mon jeu marche extrêmement bien dans les arcades en ce moment, je vais prendre cette augmentation maintenant. Surprenamment, il n'a pas été augmenté, il a été viré. Et il a retrouvé du travail dans un nouveau studio, beaucoup plus petit, beaucoup plus jeune, avec beaucoup moins de thunes, qui venait juste d'ouvrir, qui s'appelait Capcom. On est encore dans l'intro, 8 minutes. Il y a un côté un peu Tarantino au début, où il pose un truc qui n'est pas à l'histoire, mais qui est suffisamment intéressant pour que... Tarantino, il le fait pour présenter ses personnages. Là, il le fait pour présenter l'époque et le contexte. Donc c'est la même chose. Mais on n'est pas encore dans l'histoire. Il n'a pas commencé à nous raconter ce qu'il veut nous raconter. Et moi, je suis hypé de fou. Une fois chez Capcom, Je les ai pas vus passer il les 8 commence à minutes. Hein. rassembler une équipe, avec des gens comme lui dedans. D'abord, il a trouvé Funamizu, son premier assistant, parce qu'un jour de recrutement, il n'était pas dans sa chaise. Ils ont fait passer plein d'entretiens d'embauche, et puis la chaise de Funamizu, elle était vide. Ils l'ont cherché dans tout le bâtiment. Ils l'ont retrouvé 3 étages en dessous, Mais en non. train de jouer sur les bornes d'arcade qui étaient dans le hall d'accueil de Capcom. Et les histoires, elles sont C'est-à-dire folles. qu'au lieu de passer son entretien d'embauche, il a préféré se barrer et aller Parce jouer que oui. tout l'après-midi. Il y a un truc souvent qu'on n'utilise pas assez quand on fait des vidéos YouTube, c'est qu'on est là, on a envie de raconter un truc précis, et donc on y va, on raconte notre truc. Lui, il prend son temps, et il nous le remplit d'anecdotes. C'est passionnant. Et ça a Franchement, fait pour le coup. extrêmement rire Okamoto qui l'a recruté immédiatement. Puis il a eu besoin d'un artiste. Donc ils ont mis une annonce dans le journal et il y en a un qui s'est pointé en pyjama. Et vous remarquerez, hein, niveau montage, c'est bien monté, c'est propre, mais c'est simple. Il n'y a absolument aucun effet. C'est des plans qui se succèdent et qui racontent l'histoire en parallèle de la voix. Mais il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de truc. En plus, on n'est pas là pour te dire « T'as vu comment je monte bien, regarde le montage ». Non, c'est pas le montage intéressant. C'est l'histoire. Le fond avant la forme. Je suis en pyjama mais je voudrais faire l'entretien d'embauche dans quelque chose de confortable. Et il ne savait pas que Capcom faisait des jeux vidéo. Et il a vu cherche dessinateur dans le journal et il Putain, n'a mais pas ce dit mec, plus tu loin. l'écoutes Il a dit, pendant bon, des très heures. bien, je Il veux parle dessiner. trop bien. Pour l'instant, personne ne connaît Akira Yasuda, mais dans quelques années, ça va être un des designers de personnages les plus célèbres de l'industrie. Chun-Li. Bon, déjà là, ce qui se passe, c'est que juste avec ce dessin, il nous raconte déjà une partie du truc. Bon, on l'a déjà un peu compris, mais il nous le valide. C'est que l'équipe qu'on est en train de voir, c'est les gens qui vont faire Street Fighter 2, hein, c'est sûr et certain. La preuve, le mec, c'est lui qui a designé Chun-Li. Et puis enfin, il y a Nishitani,
qui était un journaliste que Okamoto admirait énormément. À chaque fois qu'il lisait ses articles dans un des premiers journaux de jeux vidéo du Japon, il se disait « ce mec est brillant ». Et voilà, et là il fait un truc, il nous donne des tas d'informations sur le gars, à l'image, avec les photos. Derrière, il y a DBZ, donc tu le relis à ça, et donc il me donne des infos comme ça supplémentaires, juste en me les montrant. Et moins d'une semaine après avoir eu ce message, Nishitani avait vendu son appart et il était en train de faire des jeux avec Capcom. Palmarès de la team. Alors là, je sais pas s'il a fait exprès, hein, parce que l'Agence Touriste, c'est une série américaine, ça s'appelle A-Team, A-Team. Et là, il dit palmarès de l'A-Team. Ah mec, faut que tu me dises si t'as fait exprès ou si c'est un incident ou si c'est moi qui me prends la tête sur des détails, mais on a l'impression que vraiment tu fais le parallèle, l'Agence Touriste. Ils ont sorti Capcom de la faillite avec un jeu tellement honteux que même Capcom assume pas vraiment de l'avoir fait aujourd'hui. Au début, les premiers jeux de Capcom se vendaient mal. La boîte était vraiment dans le rouge et il y a vraiment eu un moment où la boîte a failli ne pas finir l'année. Et à ce moment-là, ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait ? Ok, on va faire un jeu de Mahjong. Parce que c'est rapide à faire, ça coûte pas de thunes. Mais il y a 8000 jeux de Mahjong, comment est-ce qu'on va se démarquer nous ? Eh bah, on va demander à Akiman de dessiner des meufs. Et à chaque fois que tu gagnes une partie de Mahjong, elles enlèvent un vêtement. Et les gens autour, évidemment, vous pensez vraiment que ça va marcher, un truc aussi stupide ? Il apparaît enfin. Il est resté en off pendant 10 minutes. Moi, j'avais complètement oublié sa présence, j'avais oublié sa tronche, hein. J'étais dans son histoire. Ça veut dire qu'en plus de ça, il a eu le bon goût de pas parasiter l'immersion qu'il est en train de nous donner en apparaissant à l'image. À mon avis, comme il apparaît, allez, je vais faire des prédictions. La promesse arrive. Mahjong Gakuen a ramené plus d'argent que Ghouls and Ghosts, qui est connu pour être genre le grand succès arcade de Capcom à cette époque. Et il y a vraiment ce côté où il nous parle. Là, on la sent, la connexion. Quand on fait du montage, quand on fait une vidéo, on n'est pas en train de faire une vidéo, on n'est pas en train de faire du montage. On est en train de communiquer avec la personne en face. Là, chez lui, c'est flagrant. C'est flagrant dans absolument tout. Et d'ailleurs, j'avais pas fait gaffe, mais le décor, il s'en bat les couilles. Il est coiffé nawak et tout. T'es avec lui, t'es un pote et tout. Il a pas fait d'effort. Et on s'en fout. Parce que ça n'a pas besoin de faire professionnel. Ça l'est. Pendant qu'ils sont en train de fièrement sauver l'entreprise... Il a tourné sur plusieurs jours, ok, c'est pour ça. Je suis en train de me dire, waouh, qu'est-ce qui s'est passé ? Il en a rien à foutre. Donc le fond est toujours aussi moche. Il est peut-être dans la même pièce, hein, mais il s'est orienté différent, il a des vêtements différents. Parce qu'on s'en fiche. Alors là, il faudra qu'ils nous disent mais combien de temps il a mis à faire cette vidéo. Mais t'as l'impression que c'est un mec qui dit, tiens, aujourd'hui, je vais tourner l'intro. Les 10 premières minutes. Et puis demain, je vais tourner ça. En fait, c'est vachement organique. On sent l'humain derrière. C'est pas le truc, voilà, une vidéo, ça se fait comme ça, on respecte les règles, on s'en fout. Le propos, il est tellement puissant de ce que je vais te raconter que j'ai pas besoin de faire tout ça. Dans les années 70, les gens aimaient la boxe. C'était l'époque des grands matchs de légende entre Ali et Frazier, et donc on leur faisait des jeux de boxe. Et puis les années 80 sont arrivées, et le Japon est devenu le premier pays riche d'Asie, et l'Occident a pété un plomb sur ce pays. Tout le monde à l'Ouest est devenu fasciné par le Japon. Il a arrêté la musique. Et Hollywood s'en sont rendu compte, et ils ont fait Karate Kid. Voilà. Et donc là, il a fait un truc, c'est qu'il a arrêté la musique, et ça tout de suite, paf, ça focus l'attention, et là, il nous dit un truc important, c'est un des piliers, bah oui, Karate Kid, les gars. Avec ce coup de pied de la grue, on a tous essayé de faire ça en se cassant la gueule quand on était Tous jeunes. les petits Américains rêvent d'être inscrits en cours de karaté, et à ce moment-là, avec le meilleur timing de sortie jamais vu dans l'industrie du jeu vidéo, Karate Champ est sorti dans les salles d'arcade. Et le truc avec Karate Champ, c'est un karatéka en blanc contre un karatéka en rouge, et c'est les règles du karaté. C'est ultra expéditif. C'est-à-dire que tu guettes le moment où ton adversaire va faire un malheureux pas en avant, et si tu connais la bonne commande, tu vas faire le coup de pied aérien dans les airs et l'étaler en un coup. Ça veut dire qu'il y a un jeu dans lequel ça se passe comme dans Karate Kid, qui vient de sortir en même temps que Karate Kid. Et à ce moment-là, l'industrie du jeu vidéo a fait ce qu'elle fait à chaque fois qu'un jeu marchait bien dans les années 80. Tout le monde. Mais il en a un pro. Hein. On a l'impression qu'il est en impro. Ce qu'elle fait à chaque fois. Je me demande, je sais pas comment il écrit, hein, parce qu'il a quand même dû écrire, on sent qu'il y a une structure un peu en dessous. Il a dû se prendre des notes et il s'est lancé, parce qu'il parle, c'est naturel en fait. On sent pas que c'est monté, on a l'impression qu'il a lancé l'enregistrement et puis il s'est mis à parler là comme je vous parle maintenant. En temps normal, on a tendance à faire, c'est à tout écrire, faire les recherches pour chaque partie, les images d'illustration, tout préparer, et faire le tournage en une fois pour avoir l'homogénéité. Là, il a pas fait ça. On a vraiment l'impression que la vidéo, elle est faite au fur et à mesure. À quoi il sert tout ce professionnalisme, à faire les choses de façon cadrée et tout ça ? C'est pour permettre à tout le monde de reproduire, d'être capable de faire un film. Si tu as la bonne méthode, t'arriveras au bout de ton film. Il faut structurer. Là, on a l'impression que c'est pas fait comme ça, on a l'impression qu'il le fait naturellement. Et ça, c'est pas facile. Capcom se sont dit waouh, on va faire exactement comme tout le monde et copier l'idée, mais nous, on va rajouter de l'histoire dedans. Et donc, notre karatéka en blanc s'appellera Ryu et notre karatéka en rouge, Ken. Moi, quand j'étais gamin, on a connu Street Fighter 2. Et pendant très longtemps, on jouait à Street Fighter 2. Je me rappelle un jour, parce que je me suis posé la question avec un pote, j'ai fait mais il y a eu un Street Fighter 1 ?
Et en fait, on le connaissait pas. On n'en avait jamais entendu parler, on l'avait jamais vu nulle part. C'était resté un peu dans un truc, et puis je me rappelle qu'on a vu, en cherchant sur Internet, des images, donc je reconnais les images de Street Fighter 1, ce jeu, on n'y a jamais joué. Le jeu s'appelle Street Fighter. Et ça va être un flop terrifiant. Le c'est premier pour ça. épisode de la plus De toute façon, on l'a pas vu le jeu, on l'a jamais vu en salle d'arcade. Fracassé par terre, mais évidemment qu'il s'est fracassé par terre. Regardez ce qu'ils ont fait, ces sagouins. Leur but, c'était pas de faire un jeu de combat super innovant, c'était de reprendre Karate Champ, mais de le mettre dans une borne d'arcade spéciale qui pourrait vendre 2 fois plus cher aux salles. Et ils sont arrivés à ça. C'est des boutons pneumatiques sensibles à la pression. C'est un jeu où plus tu tapes fort la machine, plus tu fais des dégâts à ton adversaire. Et quand ils l'ont testé... Ah ouais, ça c'est clair qu'on l'a pas vu ça, moi j'avais jamais vu ça. La première fois, ils se sont tous fracassés les mains. Genre tous les testeurs ont fini avec les poignets en sang parce que les boutons étaient super durs. Et à ce moment-là, ils se sont dit, c'est parfait, envoyons-le aux 4 coins du monde. Bon, on notera quand même le mini banane, parce que je parle pas beaucoup de son montage, parce que son montage il est propre et il se noie dans le truc. Mais ils se sont fracassés les mains dessus, la photo image de stock avec le truc. Si je peux critiquer un truc sur le montage, alors que là vraiment, il y a rien à dire, c'est cette image était-elle bien nécessaire ? Mais en même temps, il est marrant. Et ça fait le stéréotype de je me suis fait bobo. Quand les machines sont arrivées dans les salles d'arcade, il s'est passé 2 choses. Au bout de 2 jours, soit un enfant se blessait et la salle recevait une plainte des parents, soit les enfants comprenaient comment ça marchait et se mettaient à monter sur la machine et à sauter à pieds joints sur le bouton pour one-shot leur adversaire. Donc au bout d'une semaine, la moitié des machines sont cassées, la moitié des enfants sont cassés et il y a des plaintes dans tous les sens. En fait, ça marche du coup le truc avec le bandage et machin et truc, parce que là il y a un petit comique, ça fait un peu comique de répétition, et en même temps il y a ce côté vraiment un peu potage quoi, cassé quoi. En plus de ça, il y a toujours ce côté Madeleine de Proust. Quand on est gamin, on se blesse tout le temps pour un oui, pour un non, dès qu'il est possible de se blesser, on le fait, c'est comme si c'était une passion pour nous. Et moi j'ai toutes ces images là qui me reviennent en tête quand je vois le plan d'illustre. Ça a tellement flop que l'équipe qui a fait Street Fighter 1 s'est barrée de chez Capcom. Et à ce moment-là, le boss de chez Capcom a dit « Moi je pense vraiment que ça a du potentiel ces jeux de karaté, j'aime bien cette licence Street Fighter. » Vous avez vu ? Il imite la voix du patron de Capcom, et il nous dit pas son nom d'ailleurs, ça serait... c'est bizarre, il a donné les noms des gens, et lui il donne pas son nom quand on montre quelqu'un à l'image et qu'on en parle et qu'il faut dire qui c'est. Donc à part s'il le dit après, ça donne le sentiment du c'est le patron de Capcom, mais on s'en fout de lui, c'est pas lui l'histoire. Par contre, ce qui est drôle, c'est qu'il prend un ton de voix comme si il était bourré. Alors moi j'aime bien ça. Et donc il nous raconte une histoire en fait en faisant ça. Il nous raconte que ce mec apparemment, il picolait quoi. Qui c'est qui est en train de rien faire et à qui je pourrais la refiler ? Allez, l'agence tout risque. Et au début, ils sont pas contents. Il y a 150 000 clones de Karate Champ maintenant et aucun ne marche parce que le marché est saturé. Le problème de fond est que le gosse arrive devant la machine, met 25 centimes, lance l'aventure et son combat est toujours dans l'intro. Hein. Là, pour moi, alors là, c'est incroyable. 15 minutes, on est toujours dans l'introduction. Pourquoi je dis qu'on est toujours dans l'introduction ? Parce qu'on peut se dire, mais il raconte n'importe quoi. Non. Le sujet, il nous l'a posé depuis le départ. Et on l'a dans le titre. Il a quelque chose à nous dire sur la compète. Et là, on n'y est toujours pas. Il est encore en train de poser tout un contexte avec cette équipe de gens qui vont faire Street Fighter. Mais on n'est pas encore du tout dans l'événement, dans la compète. On n'y est pas. Donc on n'a pas commencé. Le but de Street Fighter 1, c'est de faire la campagne. Parce que le but de Karate Champ, c'était d'affronter des IA de plus en plus forts dans le mode campagne. Et tous les clones de Karate Champ, pareil. Maintenant, imaginez, on arrive à convaincre les gens de jouer les uns contre les autres à la place. Oui, Street Fighter 2, c'est ça. Imagine, dans genre... C'est on se frappe, quoi. Il y a un mec qui joue à notre jeu et il est trop fort. Genre, il faudrait jouer des milliers d'heures pour avoir son niveau et il est dans la salle et il massacre tout le monde. Et là, on est en train d'y venir. Là, il est en train de commencer à nous poser le concept de compétition. Vous vous rendez compte que la salle est contente parce qu'il massacre quelqu'un toutes les 10 secondes et donc ça, tout le monde doit remettre des pièces sans arrêt pour jouer contre lui. Les joueurs sont contents parce qu'au lieu de se faire détruire par une IA qui est injuste, juste le mec est meilleur que eux. Et nous les devs, on est contents parce qu'au lieu de rajouter de l'injustice dans notre jeu, on met juste de la profondeur. Et sa team lui dit, c'est super, magnifique démonstration, trop bien, mais il y a déjà un mode joueur contre joueur dans Street Fighter 1 et dans Karate Champ. Il y en a déjà un. Et Nishitani fait oui, mais personne s'en sert. Parce qu'il y a un seul perso jouable. On s'ennuie de fou. Genre, il y a toujours eu qu'un seul perso jouable. En fait, on les appelle Ryu et Ken, mais c'est le karaté rouge et le karaté blanc. Ils se jouent pareil. Il est en train de poser le fait que, tiens, tu prends un jeu, tu fais s'affronter les gens, tout le monde va être content dans la salle. C'est fleur bleue de ouf. Mais c'est pas tout. Ça va se mériter d'être fort. C'est ça qu'il est en train de poser. Mais venez... Au lieu de faire un perso, on en fait genre 10. Et on les équilibre tous les uns par rapport aux autres de façon à ce que peu importe celui que tu choisis, tu peux gagner avec. Ça leur prend 2 ans, ce qui est une durée qui n'a jamais été vue jusque-là pour un jeu d'arts martiaux. Et pendant ces 2 ans, ils font une dizaine de personnages. Ils essayent de les équilibrer les uns par rapport aux autres, mais surtout, ils se demandent comment on fait pour qu'au bout de 2 heures, on n'ait pas fait le tour d'un personnage. Et un matin, ils ont fini. Et Nishitani est resté réveillé toute la nuit, évidemment, parce qu'il essayait de corriger des bugs jusqu'à la dernière seconde. Et puis ce matin-là, il a la ROM dans les mains. Et il l'attend à un petit stagiaire de chez Capcom et il lui dit « Voilà la ROM,
emmène-la à l'usine, ils vont commencer à la copier et à la distribuer. Ça veut dire qu'à un moment, un matin à 7h du mat dans les rues d'Osaka, il y avait un gosse avec tous les futurs jeux de combat dans son sac à dos. Et le jeu sort dans les salles. Je réfléchis parce que c'est très intéressant ce qu'il vient de dire. Parce qu'il dit... Il y avait un gosse avec tous les futurs jeux de combat dans son sac à dos. Sauf qu'en fait, c'est pas ça qui se passe. Ce qu'il a dans son sac à dos, c'est la ROM de Street Fighter 2. Et donc là, il est en train de donner la paternité de tous les jeux de combat, tous à Street Fighter 2. En gros, Street Fighter 2, c'est le daron, et tous les autres, c'est les enfants. Ce qui est vrai. Et les joueurs japonais arrivent, ils disent « Oh, un jeu de combat, intéressant !» Ils lancent la campagne, ils se font massacrer par l'IA, qui est toujours stupide évidemment, et ils disent « Oh, en fait, on connaît les jeux de combat !» Et ils rentrent chez eux. À la fin de la première semaine, les chiffres sont horribles. Le jeu est globalement ignoré par tout le monde. Et la team est en train de se dire « Il va falloir qu'on explique à Capcom qu'on a passé 2 ans sur un jeu que personne n'a techniquement essayé même. » Et quelques jours plus tard, ils reçoivent un coup de téléphone de San Francisco. Ils ont une salle de test à San Francisco, une salle d'arcade où ils envoient des jeux pour tester le marché américain, et si le jeu marche bien dans cette salle, ils exportent le jeu à tout le marché américain. Et le propriétaire de la salle les appelle un matin et leur dit « Les frères, je dois vider la machine tous les jours, qu'est-ce que vous m'avez fait là ?» Ils ont capté que l'intérêt c'était de faire du PvP, mais surtout ils ont trouvé ce que Nishitani et la team ont mis dans le jeu. Oh là là. Au bout d'un moment, les gosses qui passent vraiment trop de temps sur le jeu, ils disent « Ok, j'ai l'impression que quand je fais certaines actions, dans un rythme bien précis, avec un ordre bien précis, j'ai des attaques qui partent trop vite. » Quand tu arrives dans une salle d'arcade, de toute façon on a déjà un petit peu parlé avant, il n'y a pas la notice. Il y avait des gens qui découvraient que tiens, quand tu fais ça, il se passe ça, quand tu fais ça, il se passe ça, puis qu'ils le refilent à quelqu'un, et que en fait la conscience collective des gens de la salle avait appris un nouveau truc, et ceux d'après apprenaient à partir de là, et ceux d'après. Et donc en fait, on apprenait à maîtriser le jeu par incrémentation. Genre par exemple, quand je mets un coup de pied, après je dois attendre un petit instant que mon perso ramène son pied et se relève avant de pouvoir faire autre chose. C'est normal. Mais des fois, je mets un coup de pied, et si j'appuie sur un bouton bien précis, avec vraiment dans la milliseconde où il faut, ça devient autre chose. Et ses potes lui disent, bon, on s'en fout. Ça, regarde, ça t'a fait gagner quoi, un demi-dixième de seconde, c'est quasiment pas possible de voir la différence à l'œil nu. Ce dixième de seconde que tu gagnes, c'est celui dont l'adversaire a besoin. Regarde l'excitation qu'il a dans les yeux, quoi. Si je mets un coup de pied et que je prends le temps de ramener ma jambe, il peut bloquer le coup suivant. Je ne prends pas le temps de ramener ma jambe, il prend le coup suivant et il ne peut rien faire. Et là, d'un coup, tout le monde dans la pièce comprend, tout le monde fait « Attends, oh, ça veut dire que si tu sais reproduire ce bug à chaque fois, maintenant, à chaque fois que tu mettras le coup de pied, tu mettras l'uppercut avec et on ne peut rien faire. C'est beaucoup trop fort. » Qu'est-ce qu'ils viennent de découvrir ? Un combo. C'est juste un combo. En fait, il est juste en train de nous refiler la fièvre du jeu de baston, en fait. Il est en train d'expliquer aux gens qui connaissent, il est en train de les aider à se remémorer, mais à ceux qui connaissent pas et qui n'ont pas compris, il est en train de leur expliquer de façon ultra pointue pourquoi c'est bien. Pourquoi ça nous a rendu dingue? Pourquoi on était à fond comme ça? Pourquoi on avait mal au pouce et qu'on se blessait avec nos manettes? On se défonçait les mains sur les manettes, quoi. Tellement on était à fond, et les parents nous regardaient, ils comprenaient pas, ils nous prenaient pour des débiles profonds. Et c'est pour ça que vous avez vu les scènes du début. C'est parce qu'en fait, c'est aussi technique, aussi ouf, aussi dur à maîtriser qu'un sport de haut niveau. C'est incroyable. C'est vrai, j'ai un bug, et c'est vrai qu'il est super fort. C'est nul un bug. Le timing est tellement strict, c'est tellement dur à lancer. Si demain j'ai un joueur qui est assez fort pour déclencher ça à chaque fois, est-ce qu'il mérite pas de démolir tout le monde avec ? Ouais. Et donc non seulement il n'a pas fixé le bug, mais il l'a mis sur tous les persos. Et c'est marrant parce qu'il a réussi à nous mettre en osmose avec tout, avec sa façon de raconter, sa façon de parler. Je suis dans le même état d'excitation que lui en regardant la vidéo. Quand il a rigolé, qu'il a balancé sa punchline, et ben j'ai réagi en même temps que lui. Et ça, c'est ce truc-là qu'on cherche à faire tout le temps quand on fait un film. Tu cherches à faire en sorte de partager ton émotion du moment avec la personne. Si un truc t'a fait marrer, que tu le mets sur la timeline et que toi ça te fait rire, tu veux que la personne de l'autre côté, elle rigole aussi. Sauf que déclencher le bug, souvent, ça n'a rien de simple. Tu dois travailler pour l'avoir. Genre, si vous êtes un joueur normal, vous faites des AAA et vous avez fait pas mal de jeux d'action-aventure dans votre vie, vous avez rencontré normalement tout un tas de combos. Ce n'est pas la même chose. Prenez-le de quelqu'un qui s'est mis au jeu de combat cette année. Puis même là, non, il est vraiment en impro, quoi, parce que même là, ce truc-là, ça n'est pas la même chose. Et puis, on sent qu'il cherche ses mots. Entre-temps, tout le monde a découvert le bug. Maintenant, il est au cœur du gameplay de la série et c'est acté par tout le monde. Là, j'ai l'impression que si tu qu'on veux être commence. fort en multijoueur, il faut savoir faire des combos. Et toi, t'as conscience d'être nul, donc... Là va venir la promesse. Tu vas en mode entraînement. Non? Mais fais-moi une promesse, putain. Sinon, je vais avoir perdu, Le je jeu vais dit, pas ok, perdre. on va commencer facile. Donne-moi un coup de pied léger, puis un coup de poing léger, puis un coup de poing fort. Tu te dis facile, t'y vas,
et il te le valide pas. Là, tu comprends pas trop. Ce qui est en train de se passer, c'est je suis un joueur normal. Toute ma vie, j'ai joué à des jeux grand public. Je suis habitué aux jeux d'aventure. On me dit le combo c'est X, X, Y. Là, il est en train de mettre en place l'élitisme. L'élitisme du jeu de baston. Ouais, les jeux grand public, les machins. Non, mais là, c'est un truc de spécialiste, mon gars. Il va falloir que tu t'entraînes et que tu deviennes fort. Mais c'est pas ça qu'on attend de toi ici. Enfin, on attend X, X, Y, mais sur un timing si phénoménalement précis que tu peux essayer de le rentrer 30 fois et jamais tomber dessus. Je fais le bon combo. J'appuie juste pas sur les boutons au bon dixième de seconde. Ce qui va se passer maintenant, c'est à un moment vous allez réussir à faire 1-2, puis vous allez le reperdre pendant 20 minutes, puis vous allez réaliser que le timing entre 1 et 2 est légèrement différent du timing entre 2 et 3, donc il y a 2 timings différents à apprendre. En fait, je prends conscience là, au moment où il l'explique, à quel point c'était technique, parce que nous on faisait ça, on avait 14 ans, quoi, 15 ans. Mais quand tu le fais, que t'as quelqu'un en face de toi qui essaye de te taper sur la gueule aussi, t'as un niveau de stress, et donc du coup ça demande de... Il faut avoir le sang-froid en fait. Il arrive à rendre ça passionnant. Je me rappelle avoir essayé d'expliquer ça à ma mère, elle en avait rien à battre quoi. Là, je trouve qu'il rend ça passionnant. C'est là que tu réalises que le seul monde où tu vas le caler en combat, c'est si tes mains le font à la place de ton cerveau. Si vraiment ça fait padadam et t'as même pas besoin d'y réfléchir. La seule route où ça marche, c'est que tu passes X heures en mode entraînement jusqu'à ce que ce soit un automatisme. Et là, tu réalises la quantité de travail que ça va te demander et tu poses Il la va même. falloir que tu t'entraînes toute ta vie. Tu vas faire autre chose. Mais il se trouve que pile ce week-end, dans ta ville, il y a un tournoi de Street Fighter. Et par curiosité, tu vas voir. Et il y a 50 gars sur des chaises en plastique, et il y a un mec qui fait le commentary, ça commence à jouer, et soudain, il y a un gars, tout juste débarqué du Japon, et il tient le rythme qu'il t'a fallu 10 heures pour avoir sur 3 coups, il le tient. And he gets him again. He's got a real hard read on that now. Pire en fait, c'est même pas ça quoi. C'est même pas ça. Si c'est ça, mais c'est de le voir. Si t'es assis à côté d'un mec qui joue comme ça, que tu connais pas et que tu vois ses mains, je te promets que tu arrêtes de jouer contre lui. Kudance est coréen et il joue à Tekken. Et Tekken, c'est Street Fighter, mais tu peux tourner autour de l'adversaire. C'était la personne qui terrorisait le monde entier quand il était ado, il y a vraiment très 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 longtemps. C'est un vieux joueur. Et au bout d'un moment, il a complètement arrêté et il a disparu pendant 15 ans. Parce que à cette époque, tu pouvais pas du tout gagner de l'argent avec les jeux vidéo et à un moment, fallait grandir, fallait aller faire autre chose. Il est allé trouver un job et il a mené une vie entière après Tekken. Et au bout d'un moment, son père est mort. Et il a fait une dépression. Et à ce moment-là, il s'est demandé... Mais les anecdotes, elles c'est sont quand la dernière fois passionnantes. que j'ai été vraiment heureux. Donc 15 ans plus tard, il s'est remis à s'entraîner. Et quand il a débarqué en tournoi, les présentateurs et les gens contre qui il jouait savaient même pas si c'était vraiment lui ou s'il avait choisi son pseudo en hommage à la personne qui massacrait tout le monde au début des années 2000. J'ai pas grand chose à dire sur le montage. Le montage, il est ce qu'il doit être, il est parfait. Mais il y a des moments, c'est juste pour vous donner un peu de complément d'information, où il utilise plusieurs fois le même plan. Hein. Quand il le montre là, quand il était jeune, on l'a déjà vu ce plan, mais c'est pas grave, ça parasite pas. Et donc par moment, je sais que quand on est en train de monter, on a des problématiques comme ça, où on se dit ah là je me retrouve avec un endroit où j'ai un trou noir et il faut que je le comble et j'ai pas d'image et tout ça. Et des fois, il suffit juste de remettre l'image. Pour l'exemple de Kudance, on va compter des images. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ok, si on ralentit l'action à l'extrême, on voit que, comme pour tout ce qui est sur un écran, le mouvement est une illusion et c'est juste plein d'images statiques qui s'enchaînent très très vite. Ça veut dire que si je voulais utiliser la mesure de temps la plus petite et la plus précise possible, j'utiliserais l'image. Genre ce coup de poing part en 3 images. 1, 2, 3. Ok ? Kudance étant un psychopathe, comme tous les pros, il a appris la durée exacte de centaines et de centaines d'attaques. Pas juste toutes celles de son personnage, toutes celles de tous les personnages. Et donc, à ce moment fatidique, en grande finale avec le monde entier qu'il regarde et sa carrière en jeu, au moment où il prend cette mandale, il sait qu'un écart de 14 images vient de se créer. Et d'ailleurs, je reviens sur mon histoire de promesse et tout. En fait, elle est là, la promesse. C'est juste qu'elle est pas dite comme « aujourd'hui, je vais vous expliquer ceci, aujourd'hui, on va faire cela et machin ». La promesse, je vais te faire aimer le jeu de baston. Il est en train de nous faire comprendre toute la technicité qu'il y a derrière, pourquoi c'est bien, et il est en train de nous refiler cet amour du truc, parce que lui, clairement, il a des étoiles dans les yeux quand il en parle. Il nous l'impose. On est à une demi-heure de film, j'ai tout compris. Et en fait, il a réussi à le faire à un rythme qui fait que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui m'a échappé. Quand on fait une histoire comme ça, quand on fait un documentaire, parce que pour moi c'est un documentaire, hein, ils appellent ça du storytelling. C'est un documentaire pour moi, c'est pareil, j'en ai rien à foutre. T'as une masse d'informations que toi tu possèdes, et t'as une démonstration à faire, tu veux arriver
a une finalité, et ces informations, elles doivent te servir à y aller. Et le problème que tu as, c'est qu'il y en a beaucoup. Il va falloir que tu sélectionnes des informations que tu vas garder, celles que tu vas jeter. Parce que tu peux pas tout mettre. Parce que si t'en mets trop, tu perds les gens. Au moment où il prend cette mandale, il sait qu'un écart de 14 images vient de se créer. Parce que quand son personnage aura fini de bloquer et pourra à nouveau faire quelque chose, le robot en aura encore pour 14 images à ramener son bras avant de pouvoir faire un truc. Donc avantage de 14 images pour lui. Qu'est-ce qu'il peut faire en 14 images ? Une vidéo, c'est 25 images à la seconde. C'est un laps de temps très court. Et on a l'impression comme ça que 14 images, c'est impossible de viser 14 images. Les mecs, ils arrivent. C'est ça qui joue, les mecs. Quand je dis 25 images par seconde, c'est la norme de diffusion en télévision. Donc désolé, professionnel de télévision, pour moi c'est 1,25. Mais les jeux vidéo, ils sont en 1,60, ils peuvent être en 1,120, mais sur une seconde. Voilà. De 14 images, en seconde, ça vaut 14 soixantièmes, ça vaut 0,2. Il a 0,2 secondes d'avance. Avec une avance aussi ridicule, la grande majorité des joueurs, même les pros, enverraient leur coup de poing le plus faible, le plus nul, mais le plus rapide, et espéreraient que ça passe. Kudans veut pas faire ça. Son personnage a une attaque iconique de Tekken qui s'appelle le point électrique du dieu du vent, qui est un uppercut avec des éclairs, qui balance l'ennemi dans les airs. Il est en train de te faire mousser le truc au maximum avant de te le donner. Le calcul est simple. Il a 14 images d'avance pour frapper le robot avant que le robot puisse faire un truc. Une fois lancé, le point électrique prend déjà 10 images à partir. Ça veut dire qu'il a 4 images pour appuyer sur le bouton. 4 soixantièmes de seconde, ça fait 0,06 pour appuyer son bouton. Et là, ça devient extrêmement drôle parce que ce n'est pas un bouton. Le point électrique est un coup spécial. Et puis il construit, tu vois, pour te montrer le niveau de complexité, il construit de plus en plus. Non, c'est pas ça, c'est ça. Mais dedans, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Là, on est dans une situation qui est extrêmement marrante parce qu'il a 4 commandes différentes à rentrer et 4 soixantièmes de seconde pour le faire. Ok, juste pour comparer, je vais faire le point électrique et je vais essayer d'aller le plus vite possible. Démonstration. À votre avis, j'étais proche ou j'étais loin de 1 soixantième de seconde par rapport à toi ? Évidemment. J'étais 4 à 5 fois trop lent. Et à ce moment-là, en grande finale, avec 50 000 balles à la clé et surtout avec son grand retour pour lequel il a travaillé 20 ans à la clé, Kudans, il a décidé de mettre un point électrique qui est à l'image près. Et regarde, il prépare. Donne-le nous. Allez. Voilà. Et tu vois, dans quel état ça te met ? Il t'a préparé à ce moment-là. Espèce d'enfoiré de merde. Là, il te file la chair de poule. Là, t'as des frissons, tu vois. Il aurait juste dit ouais, et puis c'était un coup difficile, et puis on fait taper le truc comme ça, et tu comprends, la combinaison, elle est compliquée, et regarde ce que ça donne. Il l'aurait joué comme ça, on n'en aurait rien eu à foutre. Vraiment. Là, non. Il t'a pas dit que le mec il est fort, il te l'a fait comprendre, il te l'a fait ressentir. Il est en train de te faire aimer ces putains de compétitions. Parce que maintenant, là, avec l'explication qu'il t'a donnée, si demain tu vois qu'il y a une compétition qui passe à côté de chez toi et que t'y vas, tu vas commencer à comprendre ce qui se passe. C'est un niveau de vulgarisation qui est très 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 élevé. Il a mis du temps à la faire cette vidéo, c'est pas une vidéo que tu fais en 5 minutes. Les youtubeurs qui font tiens, je vais faire une vidéo par semaine sur tel rythme et tout ça, vous pouvez pas faire. Ça demande un niveau de prise de tête sur comment j'explique ce truc, comment j'explique ce concept. D'ailleurs, je te demande, comment tu travailles ? Combien de prises t'as fait ? Est-ce que t'as donné à visionner ta vidéo à d'autres personnes pour que eux puissent te donner un petit peu ce baromètre, que tu saches, je suis encore un peu trop complexe, faut que je revulgarise un petit peu plus. On est d'accord que là, je dis vachement trop de bien de ta vidéo. Je vais me lancer comme défi de trouver un moment où tu t'es foutu de notre gueule et où tu nous as arnaqué. Comme ça, il y aura quand même un petit truc négatif, quoi. Parce que sinon, pour l'instant, vraiment, objectivement, je vais pas faire semblant. C'est une masterclass de narration. Vous savez que c'est techniquement impossible d'aller plus vite ? Genre, si vous appuyez sur gauche et droite, dans le même 60e de seconde, le jeu, il va dire, bah non. Donc, si ça se trouve, Kudans est encore beaucoup plus rapide que ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va aussi vite que le jeu peut possiblement le suivre. Et là, il y a un petit truc qui est fin, que j'avais pas remarqué. Le mec est en train de jouer à Tekken, et il nous a glissé ça sur la musique de Street Fighter 2. Voilà ce que les gosses qui sont tombés sur Street Fighter 2 dans la première salle d'arcade à San Francisco ont découvert. Ils ont découvert qu'il y a une dizaine de personnages, et que chacun d'entre eux est capable de faire des trucs qui ne se débloquent qu'avec des centaines d'heures d'efforts. Là, il est en train de terminer la boucle qu'il a entamée il y a presque une demi-heure. C'est comme si on était encore dans la putain d'intro. Puis on est toujours dans l'intro, c'est pas vrai, on n'est pas du tout dans l'intro. Là, c'est terminé. Je sais, c'est juste que j'ai pas senti le passage. Et ça, c'est fort aussi. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à ce qu'à un moment, on sente qu'on termine vraiment l'intro. On a eu ce sentiment-là au début, là, dans la première minute, mais j'ai l'impression que c'était pas fini parce qu'il repose du contexte derrière. Les coups difficiles et les combos difficiles, c'est juste une moitié de ce que Nishitani et la team ont mis dans Street Fighter 2. L'autre moitié est toutes les actions ont un contre. Et soudain, ils avaient un pierre-feuille-ciseau.
Vous avez un pierre-feuille-ciseau. Quelqu'un bloque. Elle est pas mal l'analogie. Quelqu'un essaie de te lancer, frappe-le. Quelqu'un essaie de te frapper, bloque et contre-attaque. Mais ils ont mis un pierre-feuille-ciseau. Tu vois, il parle pas de tu peux bloquer en haut et en bas. Ton adversaire. Ce que ça veut dire, c'est que maintenant, à chaque seconde, tu dois deviner juste où prendre une mandale. parce que même si tu ne fais rien, même si tu restes sur place et que tu bloques, si ton ennemi a deviné que c'est ce que tu allais faire, il va te lancer. Genre, tu vas prendre une mandale. Ça rend le jeu tellement vivant. Il nous a amené très 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 haut dans une courbe d'émotion. Il nous a amené haut. Et là, en fait, on est en train de redescendre. Il est en train d'en préparer une seconde. Si vous vous intéressez un petit peu à la narration, vous allez le comprendre, ce truc. Il y a cette courbe qu'on voit souvent sur les vidéos YouTube de mecs qui veulent parler du storytelling. Vous verrez, il y a toujours une courbe comme ça qui fait comme ça, qui monte. Hop, un mini climax. Et ensuite, ça redescend un peu. Et puis, on va jusqu'au suivant. Jusqu'au vrai climax. Et en fait, en fonction de comment on veut faire notre vidéo, ça, on peut le faire 2, 3, 4, 5 fois. Là, on s'arrête à 5 parce que sinon, ça devient linéaire et on se fait chier. Et ensuite... hop, on a la libération vers la fin. On l'a senti cette première boucle. C'était avec le super coup de poing du... j'ai oublié du nom là dans Tekken. On est arrivé en haut. On a eu la chair de poule. Et là, on redescend. On me laissera atterrir en fait. Il me l'a dit dès le début, il m'a dit « Qu'est-ce qui se passerait si tu tombes sur quelqu'un qui devine tout ce que tu fais ?» Donc il va me montrer. Mais comment prendre la bonne décision ? C'est que du hasard en fait. Bah, c'est du hasard pendant les 10 premières secondes. Et puis après, tu mets l'ennemi au sol pour la première fois, et là tu dis est-ce que t'es le genre de mec qui se relève en mettant une saisie, ou est-ce que t'es le genre de mec qui se relève en mettant un uppercut ? Et tu vas prendre la réponse dans la tête. Hein. Je sais ce que tu vas faire. La réponse. Et dans 20 secondes, il va à nouveau être au sol, et il peut être imprévisible. Il peut varier, c'est vrai. D'ailleurs, parlons un peu de montage. Quand on met des images d'archives, je vais toujours dire aux gens, mettez l'ambiance. Pourquoi vous mettez pas l'ambiance ? C'est plat quand il n'y a pas l'ambiance. Là, il met pas l'ambiance et je ne réclame pas l'ambiance. Pourquoi ? J'ai besoin d'être concentré sur ce qu'il dit pour bien comprendre parce que c'est ça qui est important. Et si on met l'ambiance en dessous, le bruit des impacts, des trucs et tout ça, ça va suffisamment me perturber pour que je sois moins présent avec lui. Le mec, il est en train de te faire un cours magistral, il faut que tu sois attentif à ce qu'il dit. Il peut varier, c'est vrai. Mais tous les êtres humains sur cette terre ont tendance à tomber dans des habitudes. Et si dans 20 secondes, tu te relèves de la façon que je t'ai déjà vu te relever et que je te punis pour ça, il n'y aura plus aucun hasard dans l'équation. Voilà le joueur américain Sleep. Pas bien ! La flèche, brute là, fait un truc, elle n'est pas suffisamment visible. Et donc du coup, quand tu m'as montré ça, comme j'ai un personnage en premier plan, mon œil était sur le personnage en premier plan. Là, c'est vraiment du truc de base. Donc soit tu le dis à la voix, tu dis, là, en second plan, c'est ce mec-là. Soit tu mets la flèche comme tu as fait, effectivement, mais fais en sorte qu'elle soit immanquable, inratable. Et la meilleure façon pour qu'elle soit inratable, tu mets un sound design. Il est en train de faire un des matchs les plus importants de sa vie. Et il joue la momie rouge, qui est un personnage qui veut rester loin. Et son adversaire, au contraire, il joue le loup-garou blanc, qui est super fort de près. Et Sleep a un problème, il a un point de vie. Alors, il a vraiment un point de vie. Et son adversaire, au lieu de lui courir dessus pour le finir, il s'est posé dans un coin, il a monté sa garde, et maintenant il refuse de bouger. Et ce qu'il est en train de dire, c'est « Sleep, je suis très content de rester là. » Là, c'est important. Parce qu'il nous a bien posé que si tu fais de l'anti-jeu, il y a toujours une porte d'entrée pour te contrer. Il envoie tout en même temps. Il envoie la tempête, il envoie la tornade de sable, il envoie l'essaim de moucheron, et d'un coup, il y a tellement de trucs qui tombent en même temps sur son adversaire qu'il est complètement dépassé. Il doit bloquer haut des attaques haut, il doit bloquer bas des attaques bas, il y a tellement de trucs qu'il y a certains trucs qui commencent à passer. Et au milieu du chaos, il n'a pas vu que la momie s'est avancée et lui a mis une saisie. Là, la peur vient de re-rentrer dans son cœur. Pour Sleep, c'est juste une question de feeling maintenant. C'est sentir la seconde où il va craquer et faire un pas en avant pour t'en mettre une. Et là, tu fais juste un pas en arrière et tu le laisses taper dans le vide pour qu'il soit grand ouvert. Oh my god! 8 seconds on the clock! Et t'as vu comment il joue avec la musique ? Là, il te le met là. Musique, ambiance. Et maintenant, on met l'ambiance. Incroyable. Et là, tu vois, tu as été le plus malin. Tu l'as ça. L'ouverture, là, on te laisse dérouler ton combo. Vous voyez, c'est pas juste des jeux de rythme. Deuxième boucle. Ça veut dire que tu pourrais passer 700 heures à apprendre tous les combos du jeu, et à chaque match, tu aurais quand même le nouveau challenge de « je dois m'habituer à 7 adversaires ». Et tous ces trucs sur lesquels je viens de faire une tangente de 20 minutes. La difficulté des personnages, la difficulté des coups, l'adaptation à l'adversaire, tout cet océan de profondeur était dans Street Fighter 2. Et c'est tombé sur des enfants des arcades qui, en termes de complexité, étaient habitués à la grenouille saute sur le tronc d'arbre. Cette communauté dont il parlait au début, c'est la communauté
des héritiers des enfants de cette salle d'arcade. C'est pour ça que c'était important au tout début. Grâce aux messages sur les premiers forums internet, les Japonais ont fini par se rendre compte que Ils retournent au Japon ce jeu pour l'aventure solo. Et ils ont capté comment ils étaient censés jouer à Street Fighter 2. Et puis après, les Japonais, le monde entier a compris. Donc là, on est revenu à un moment de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils lancent le jeu il floppe, mais aux États-Unis ça marche. Et là, ils t'expliquent pourquoi les enfants, le machin, la technicité du jeu. Et maintenant, on peut retourner au Japon. Et c'est bon, ils ont compris aussi. C'est mortel. Alors là, pour le coup, vraiment, là, je suis extrêmement sérieux. J'aimerais bien avoir une discussion avec toi pour savoir comment t'écris, en fait. Parce que c'est très très bien. On sent les boucles, on sent quand tu les ouvres, on sent quand tu les fermes, on sent quand est-ce que tu reviens dedans. Et à chaque fois, tu nous tiens par la main, tu nous emmènes où tu veux, tu nous fais redescendre, calme-toi. Après, on est reparti. Capcom est devenu le gigantesque studio international qu'on connaît aujourd'hui. Et pendant toutes les années 90, ils n'ont plus jamais réussi à faire des bornes de Street Fighter 2 suffisamment vite pour répondre à la demande. Évidemment, 60 000 studios se mettent tout de suite à faire des jeux qui sont basés sur le même gameplay, ce qui veut dire qu'un genre tout entier vient d'apparaître, et plus important encore. Ça, c'est le moment où ils rattachent à la paternité. Tout à l'heure, quand je disais qu'ils donnaient la paternité de tous les jeux de baston à Street Fighter avec l'histoire du gamin avec son sac à dos, c'est maintenant que ça tombe. Quand Street Fighter 2 sort, Nintendo est en train de conquérir le monde. Street Fighter 2 est un tel hit qui fait ressortir les gens de chez eux pour aller jouer dans les arcades. Ce qui veut dire que Okamoto, Nishitani et toute la team, ils ont eu la joie de voir que leur jeu c'était un hit. Bon, j'avais pas fait attention tout à l'heure, mais on voit bien, parce que j'ai échangé en fait avec ce Great Review, et je lui ai posé la question, je fais, est-ce que c'est toi qui montes ? Donc là, ce que je vais dire comme critique, c'est lui qui monte. Ce petit défaut, c'est pas méchant, mais il faut bien que je trouve des trucs, des branches auxquelles me rattraper pour justifier mon métier. Ton animation de photo, là, tu te fous de la gueule du monde. Il n'y a aucun point clé qui est lissé, ça fait clac, 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 clac. Et maintenant que tout le monde est là, la question est... Qui est le plus fort dans la salle ? Pour moi, c'est maintenant qu'on commence. Parce que la FGC, c'est le titre. Le rapport avec le titre, il arrive que maintenant. Et ça, sur YouTube, on fait pas. Sur YouTube, dès le début... on te pose le truc de machin. Donc pour moi, la vidéo, elle commence là. Et tout le reste, là, les 44 minutes, j'ai envie de dire, c'est l'intro. Ah, puis j'avais pas fait gaffe, d'ailleurs, que tu nommais tes sources en bas à droite de tes archives. C'est bien, c'est pro. Première chose que tu te demandes est, est-ce que dans l'autre salle à 15 minutes en vélo à 3 quartiers de ça dans la ville, il n'y a pas quelqu'un de plus fort que moi ? Alors tu commences à faire le tour de la ville, tu fais passer le message, et puis tu t'arranges avec le propriétaire de ta salle d'arcade locale, et tu lui dis, écoute, vendredi... réserve-nous la salle, et il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent. Et ta salle d'arcade, elle est juste plus assez grande. Et à ce moment-là, la seule chose que tu peux faire, c'est tu fais payer un ticket d'entrée à tout le monde, et avec l'argent récolté, tu loues un hangar. Allez, changement d'échelle. Et du coup, tu vois, si tu connais pas, c'est comme si j'avais pas vu le truc venir et que de nos jours, je découvre que les mecs, ils sont dans des Bercy, des trucs énormes et tout, tu comprends pas. Tu fais, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, ils t'expliquent. Voilà ce qui s'est passé. C'est comme ça, avec des petits événements locaux qui ont grandi à l'infini, qu'est née la plus ancienne et la plus vénérable de toutes les communautés e-sport, la FGC. Voilà, l'intro est méga intéressante, parce que c'est l'intro. T'as fait une intro de 50 minutes, mec. Et là, clairement, je suis pas prêt de décrocher, on va aller au bout. La vidéo, elle est 3 fois trop longue pour moi. Je me dis, putain, 1h40, je vais pas faire un roasting d'une vidéo d'1h40. Ça veut dire que moi, quand je vais devoir monter le roasting, enfin moi, c'est pas moi qui vais monter, c'est... Oui, mais j'allais le dire, tu te calmes. Quand Melrock va monter le roasting, ça va lui prendre 3 plombes et ça va me coûter un bras. Parce que la vidéo, elle est énorme. C'est pour toi qu'on fait ça. On fait ça pour que t'aies des vidéos intéressantes à regarder. Arrête de te plaindre parce que c'est long. Si toi et tes potes, vous êtes bons en organisation, ton petit event de quartier, ça peut devenir le plus grand rendez-vous du monde. Il y a vraiment un choix sur les musiques, il s'est pris la tête aussi un peu, je pense. Les musiques sont bien, on va dire, ouais, c'est bien parce que j'aime bien ce style musical, je sais pas quoi. Non, c'est pas le cas. Ça porte vraiment les émotions et ça porte vraiment les intentions. Comme tout à l'heure quand j'ai repéré que, waouh, sur un Tekken, il a mis la musique de Street Fighter, t'imagines ? Hérésie, hérétique. Non, il y avait un message derrière. Il y avait l'histoire de la paternité. Et là, toutes ces musiques qui font très années 90, on sort un peu du truc et tout ça, ça participe à te plonger dans cette époque et à avoir ce côté un peu la Madeleine de Proust. C'est ça qui apporte ces émotions-là. Il aurait très bien pu mettre ça sur une musique super moderne, qui bastonne 1000 fois plus. Non, mec. Là, on se souvient. Comment tu fais pour convaincre tout le monde de venir à ton tournoi en Californie si par exemple le même week-end il y a un tournoi au Texas ? Eh bah, tu mets de la personnalité dedans, tu fais ressortir ta région, tu mets des règles spéciales, tu rends ton tournoi unique. Et donc aujourd'hui encore, les plus gros rendez-vous de l'année sont des trucs qui sont faits par des joueurs, pour des joueurs. Et c'est probablement pour ça qu'ils ont ce côté incroyablement familial.
J'avoue, parce que moi, du coup, je suis complètement étranger à tout ce monde-là, mais très très loin. Et du coup, tu te dis, j'ai raté ça. Ça a l'air tellement mortel, quoi. Là, si t'as été coupé de l'e-sport comme moi, là, tu comprends pourquoi les gens, ils adorent ça. Et que c'est pas un truc de débilos. Très informel, c'est que c'est un environnement qui a jamais eu beaucoup de thunes. Les sponsors se concentrent davantage sur les scènes où le public a beaucoup d'argent et où ils vont pouvoir faire de la vente. Par exemple, League of Legends est un jeu de bourgeois. Ah, ça tire à balles réelles. League of Legends dès la saison 1, fallait avoir en 2009 chez toi un ordi capable de faire tourner des jeux vidéo. Ce n'était pas tout le monde, ce n'était vraiment pas tout le monde. Genre beaucoup plus abordable d'avoir une play avec FIFA. Qui joue à Street Fighter? En grande partie les gens qui continuent d'aller dans les salles d'arcade après les années 90. Voilà, et c'est pour ça qu'il insistait autant sur la différence entre les gens qui jouent chez eux et les salles. Le seul point positif qui émane de tout ça, c'est que ça a participé à créer une scène qui est moins sage. Est-ce que vous connaissez Filipino Champ? Il est hors du commun. Il est trop fort. Il est incroyable. Il a aussi une grande gueule. Kane Blue River est quelqu'un qui débarque quelques années plus tard sur la scène, et Kane Blue River est tout le contraire. Il est gentil, il parle pas, il est poli, il est adorable, il n'y a vraiment aucune galère. Et Kane domine sur la fin. Ça ne plaît pas du tout à Filipino Champ. Et pendant plusieurs semaines, il fait de la provoque et il demande un match à Kane Blue River. On va repartir sur un climax, hein. Mais maintenant t'as compris, tu le vois venir à des kilomètres. Ça propose une poignée de main, début de partie normal. Et le premier round a lieu et Filipino Champ gagne et regarde droit Kane dans les yeux et il lui hurle qu'il est free. Le deuxième round se passe pareil. Et puis le troisième round se passe pareil. Et là, il lui demande s'il veut abandonner. Et il lui dit que s'il veut partir, il comprend et qu'il n'y a pas de souci. Et là, il attrape le micro. Trash Tucker. L'équipe de Filipino Champ hard counter celle de Kane. On est d'accord que c'est pas Filipino Champ qui va gagner. Il va se prendre une branlée à un moment ou à un autre. Donc la question, c'est comment ça arrive. Alors ça, petit truc, ton audience elle est française. Là, le speaker qui parle derrière, si t'as pas vraiment l'habitude et que t'es pas bon en anglais et tout, tu comprends rien à ce qu'il dit. Et cette rencontre, c'est au premier qui gagne 15 matchs. Et à 6-0, Filipino Champ met le 7ème match en pause. Je sais que j'ai pas le droit de mettre en pause en plein match. Par charité, j'ai envie de lui laisser un point. Là, j'ai envie qu'il perde le mec, hein. Tout le monde veut le voir perdre, mais c'est très dur, parce qu'il est très très fort. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de conte de fées, il est jamais vraiment revenu, et à la fin, F-Champ atteint les 15 victoires, et il gagne le match d'exhibition. La raison pour laquelle je vous raconte tout ça est... Pourquoi il y avait un match d'exhibition? À l'occasion d'un vrai, gros tournoi. On le voit dans ses yeux, il va y avoir une vraie moralité à tout ça. Qui commençait le lendemain. Devinez qui a retrouvé qui en grande finale. Voilà. Et en fait, il y a le match retour, les mecs. C'est toujours le match retour. Et tu vois, la musique, elle te dit qu'il va se prendre une branlée. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a mis en place le mec, il a une équipe trop forte par rapport à l'autre, ça matche mal, et donc il part avec un handicap. Et là, en fait, on sait qu'il va le battre. Comment il va le battre? Et vous allez me dire, oui, mais il l'a massacré hier, pourquoi il va pas le remassacrer aujourd'hui? Exactement. Arrête de parler. Ok, Kane a joué 24 matchs la veille contre exactement la même équipe, avec les mêmes persos, avec les mêmes moves. Et donc il lui a montré tout son jeu, et donc maintenant l'autre il connaît son adversaire. On l'a dit tout à l'heure. Le gars, il a pu t'observer et qui commence à comprendre ton jeu, il va pouvoir deviner ce que tu vas faire. Kane Blue River, il est en mode frérot. Dans ce style de jeu où le plus important c'est de comprendre l'adversaire, de le télécharger, d'avoir ses habitudes dans la tête, tu m'as donné 25 rounds d'entraînement contre ta team la veille du tournoi. C'est dommage pour toi. Dommage pour toi. Et quand les gens se sont rendus compte que depuis la veille, Kane était devenu capable de trouver des ouvertures dans la défense de F-Champ, le public, les commentateurs, tout le monde s'y est mis. Et il lui a juste pas montré. Il lui a pas montré qu'il était capable de le battre. Il a sacrifié la partie des exhibitions pour avoir les informations dont il avait besoin pour pouvoir le battre le lendemain. Et là, il répond à une question qu'il a posée au début, c'est que se passe-t-il si tu tombes sur quelqu'un qui est capable de deviner tout ce que tu vas faire? Il se passe ça. No! Oh, he's dead! Là, je sais pas si c'est... Ah ouais, mec. Et oui, Filipino Champ a pas été très gentil, mais aussi, s'il avait pas pris sur lui de jouer le méchant, tout le monde se serait 10 fois moins amusé ce week-end-là. Et personne se souviendrait de ce match. Les méchants, c'est trop bien, ça crée des histoires. Il est surexcité, c'est trop bien les méchants. Ces 30 dernières années,
les joueurs de jeux de combat ont été 1000 fois plus drôles à suivre que les joueurs de n'importe quel autre jeu. On sait pour quelle équipe tu roules, hein. Toi, t'es team salle d'arcade. J'ai une sensation de fin, il reste 40 minutes. Parce que pour moi, là, tout est dit. Donc qu'est-ce que tu peux encore nous dire pendant 40 minutes ? Il y a tellement d'histoires comme celle de F-Champ et Ken Blue River. J'ai vu des trucs que vous ne croiriez pas. J'ai pas compris, là. Pourquoi on a une image de Blade Runner ? J'ai vu des trucs que vous ne croiriez pas. Je crois que c'est la phrase que le personnage dit. J'ai vu des choses que vous ne croiriez pas. Ça, pour le coup, il aurait pas fallu que tu le dises. Il aurait fallu que tu fasses dire au personnage. Ok, vous voyez comment le temps de réaction humain, c'est à peu près 200 millisecondes. S'il faut prendre une décision avec, soudain ça double. Ça va vers 350-400 millisecondes. J'ai vu ce gosse sortir le personnage le plus nul du jeu et remporter un des plus gros tournois de l'année. Pourquoi ? Parce qu'il réagissait 2 fois plus vite que n'importe qui d'autre. Avec des réflexes comme ça, il aurait pu conduire un avion de chasse et il a décidé d'utiliser ses talents pour jouer Panda sur la scène internationale. Là, il y a un défaut hein, pour moi. C'est que, en fait, tu m'as mis tellement cher avant là que j'ai l'impression que j'étais arrivé au climax. Donc j'espère que derrière, tu vas réussir à remonter la pente. Parce que là, on est dans le deep. Le mec avec les réflexes surhumains, on avait déjà joué le coup avec le coréen au début. Est-ce que t'aurais pas fait un film trop long ? Donne-moi tort. J'ai vu Wawa promettre à un gosse en plein tournoi qu'il allait plus perdre jusqu'à la fin du tournoi. C'est trop long. Et il a tenu sa promesse à cet enfant random, et non seulement il l'a tenu pour le tournoi, mais il l'a tenu jusqu'à la fin de sa carrière. Là, je m'emmerde. Regardez ce coup qui ne connecte Bon, je sais pas. que tu vas pas mettre 40 minutes de ça, mais en tout cas, cette partie-là, elle est en trop. Il est en retard d'une fraction de seconde sur le prochain bloc. Ah non, pas toi Zinedine, non. Et là, on repart dans un clip, tu vois. Juste avant, j'avais l'impression que, en fait, t'en avais fini avec le clip du émotion, machin. Tu nous l'as mis dans les dents, c'est bon. T'imagines, j'étais arrivé sur un truc, tu m'as convaincu. J'ai envie d'aller voir un truc comme ça et tout. J'aime aussi, t'as raison, c'est mortel. Et là, t'es en train de faire déborder de vase. Quel dommage. Quand j'ai commencé Ok. Tekken, j'ai commencé sur Tekken 7. Et là, il ramène sur lui, ok. Donc là, je comprends l'intérêt. Donc là, il ouvre un nouvel arc. Entre les deux, t'es trop long. Je suis tombé en ranked contre un mec qui était un petit peu meilleur que moi. Et au milieu du match, alors que j'étais en train de bloquer à gauche et à droite, je me suis souvenu d'un move que j'avais vu que 1 seconde en mode entraînement. Et alors que j'étais en train de me faire casser la gueule et que je n'avais pas d'autre espoir, j'ai revu la combinaison dans ma tête. J'ai lancé le move et il savait pas comment le bloquer, il se l'est pris dans la tête. Et j'ai gagné le match sur ça. N'importe qui a 20 secondes sur Tekken sait qu'il faut juste faire un pas de côté. Parce que le mec, en fait, Ouais, le mec savait pas. bah c'était un nulos comme moi. Ouais. Et du coup, il l'a pris. Et du coup, c'était incroyable. Et la seule chose que je voulais après ce match, c'était retourner en mode entraînement, apprendre d'autres techniques et réessayer. J'ai l'impression que tu commences un deuxième film. Où tu nous emmènes ? Toute cette vidéo, j'ai voulu la faire pour dire que la FGC, c'est shonen. Tu es le personnage principal, et peu importe combien de trucs on t'envoie dans la gueule, à la fin, tu gagnes. Et donc du coup on retombe sur ce que je disais tout à l'heure quand j'étais en train d'essayer de deviner la promesse et tout. La promesse c'est qu'il allait nous faire aimer la FGC. Voilà, il le dit, ça s'entend, il a ouais, tout ça, j'ai fait cette vidéo, c'est pour que vous compreniez. Le Brakmar. Tout le monde a voulu la faire à sa sauce. Aujourd'hui, il y a des jeux qui sont rapides, il y en a qui sont lents, il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont moches, il y en a qui sont faciles à prendre en main, il y en a il faut bac plus 48, il y a des milliers de jeux de combat. Mais vraiment, ils sont tous Street Fighter 2. Donc le gamin avec le sac à dos. Mais tout ça on l'a compris. Sauf un. Ah ok, donc là tu refaisais un setup pour partir sur un autre truc, sauf un. 40 ans plus tard, on a Smash, et c'est un jeu absolument incroyable, mais c'est fondamentalement différent Ok, c'est de Street Smash. Fighter 2. Il n'y a pas les mêmes fondamentaux, il n'y a pas le même gameplay de base. Et à cause de ça, eh ben, il est boudé par la FGC. Il y a plein de gens dans la FGC qui considèrent que c'est pas un vrai jeu de combat, et il y a plein de tournois où il n'y a pas Smash. Pourquoi tu nous en parles ? Ils acceptent des centaines et des centaines de jeux qui font tous la formule Street Fighter 2 d'une façon un peu différente, mais Smash, soudain, c'est pas cette formule, et ça ne va pas. Bon, pour l'instant j'achète pas, hein. Je suis désolé mais où est-ce que tu m'emmènes là ? Là ce qui se passe c'est que toute la préparation que tu as fait là, depuis le début de la vidéo pour bien me mettre dedans, pour que je comprenne ce que je vois, bah là comme c'est un jeu qui a un autre ADN, et tu l'as dit toi-même, bah du coup ça marche pas. Et du coup la magie elle prend pas. Et t'as beau me dire ouais c'est exceptionnel, parce que là tu me dis oui mais c'est un jeu super, ouais, il faut pas dire, il faut montrer en fait. J'ai une dernière histoire, je pense que vous la connaissez. Ouais pas. mais c'est ça en fait. Du coup ça fait le parallèle avec ce que je disais au début, hein, avec l'histoire du conteur et tout. Je suis là, je vous raconte des histoires. Sauf qu'au début j'ai l'impression que tu me racontais une grande histoire. J'ai l'impression que maintenant c'est des trucs détachés, et je vous en raconte une autre, et je vous en raconte une autre. Jusque là je trouvais ça vraiment parfait. Mais là, je sais pas pourquoi tu me tiens encore par la main, je sais pas où on va en fait. La règle dans une salle d'arcade, c'est si tu viens et que tu as ta pièce, on te laisse jouer. Et donc, même les plus gros et les plus prestigieux tournois sont en entrée libre. Si toi demain t'aimes le foot, on te laissera pas participer à la Coupe du Monde. Dans la FGC, on te laisse participer à la Coupe du Monde. Ça permet de découvrir des talents, c'est très excitant, tu vas à un tournoi et il se peut qu'il y ait quelqu'un dont on n'a jamais entendu parler qui fasse une perf de fou. On va essayer toujours de jouer aux devinettes. Avec ce que tu es en train de placer, tu vas nous faire la démonstration de l'esprit shonen dont tu parlais.
Alors si c'est ça, je pense que t'as mal placé ta rampe de lancement, parce que tu nous as dit, c'est l'esprit shonen et machin, truc, tout ça, seul contre le monde, et tu t'arrêtes pas, et à la fin, tu places le dernier point et tu gagnes. Mais c'est long à le mettre en place. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un pays soit incroyable à votre sport préféré et personne ne le savait parce que les gens de ce pays ne voyageaient pas aux compétitions internationales et donc c'était un secret que cette nation était incroyable à ce sport. Et je connais une discipline où c'est arrivé. Parce que dans les années 90, quand Street Fighter a commencé à super bien marcher, Capcom n'arrivait pas à faire des bornes d'arcade assez vite pour tout le monde. Et donc il y a des pays où il y avait moins d'argent, où on s'est mis à acheter autre chose que Street Fighter, on s'est mis à acheter des licences concurrentes parce qu'elles étaient moins connues et donc moins chères. De la même façon, il y a énormément de bornes de Tekken, le jeu de combat 3D où tu peux faire des esquives sur le côté, qui sont arrivés au Pakistan. Le Pakistan. Là, tu me chopes à nouveau. Et au Pakistan, si tu étais un jeune geek au début des années 2000, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Ok, tu vas nous sortir le joueur pakistanais et tout qui va mettre la claque à tout le monde. En quelques années, tous les quartiers de toutes les villes au Pakistan avaient des salles d'arcade où ça jouait à Tekken 15 heures par jour. Je commence à comprendre aussi pourquoi d'un coup tu nous as montré ton attachement au jeu Tekken et tout ça. Ça permettait aussi d'amener ce truc-là. Mais là, il y a un vrai problème, je pense, de narration pour qu'on sente le lien logique des événements entre les autres. Là, ils sont pris là, il y a ça. Là, il y a ça. Et là, c'est moi qui fais le chemin. Et c'est toujours bien, en général, que le spectateur fasse le chemin. Mais il est très compliqué, le chemin, là. Et je serais peut-être parti avant. T'es arrivé tellement haut que là, derrière, depuis tout à l'heure, là, ça fait un quart d'heure, 20 minutes où on est en bas. Et c'est très, très long, quoi. Juste le fait d'aller sur place pour s'entraîner à un jeu te rend meilleur que les gens. D'où l'importance de la salle d'arcade. C'est la même chose sur League of Legends. Okay. C'est pas un hasard si l'Asie, qui a une culture de cybercafé, démolit l'Europe, qui a une culture de online. Et donc, très rapidement, l'écosystème pakistanais commence à créer des joueurs qui sont monstrueux. Mais le passeport pakistanais est l'un des pires au monde. Et donc, personne dans la commu peut voyager. Et cette situation pas très sérieuse dure extrêmement longtemps. Pendant presque 20 ans, ils regardent les grosses compétitions internationales à la télé. Ils regardent les Américains et les Coréens se mettre dessus. Pendant 20 ans, ils sont parmi les meilleurs au monde. Et personne ne le sait. Pour le coup, c'est une super bonne histoire. Ah, c'est dommage. Il faudrait une seule chose pour faire changer tout le monde d'avis. Ce serait qu'un joueur pakistanais réussisse à faire une énorme perf. Si ça arrive un jour, et ça va arriver, ça tournera l'œil des sponsors vers le pays. Et il y aura des jeunes pakistanais qui s'offront sur côté et ils auront de l'aide financière. Et là, tu le setupes bien, là. Et là, on est de retour. Pour essayer d'obtenir en fait, ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure, c'est que tu te retrouves à un moment de ton film où tu as ce que nous, on appelle un ventre mou. Et ça arrive souvent dans une première version. Tu fais une première version de ton film, et ton film, il n'est pas encore parfaitement équilibré parce qu'il n'a pas été assez roasté. Et en fait, tu as un moment où la tension, elle redescend. Et elle redescend beaucoup trop. Et on commence à s'ennuyer. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Là, ton film, putain, c'était parfait toute la première heure. Et tout à coup, ça redescend beaucoup trop bas. T'as donné faussement l'impression que le film était en train de finir, et maintenant j'ai du mal à remonter en selle. Il suffirait d'une énorme perf pour désenclaver le pays entier, en fait. Intervient, du coup, dans notre histoire, Arslan H. Il est monstrueux, à Tekken, véritablement monstrueux. Et le soir, quand tout le monde se rassemble au cybercafé pour regarder les grosses compètes aux États-Unis ou en Corée, il regarde les meilleurs joueurs du monde et il se dit... Honnêtement, j'ai l'impression que je pourrais prendre ces gens. Il est très conscient à ce moment-là que c'est impossible de gagner sa vie en jouant aux jeux vidéo, et donc il a commencé des études pour être comptable. Et pourtant, un jour, il est contacté par un club d'un pays l'Arabie Saoudite. Très unique, c'est un endroit qui est riche, c'est les Émirats Arabes Unis. Dubaï a entendu parler de lui. Et à ce moment-là, le club émirati qui s'appelle Vislash dit « Bah, tu vas nous rejoindre déjà, et écoute, puisque dans la FGC, n'importe quel tournoi est en accès libre, Arslan frérot, on va t'envoyer à l'Evo. » Là c'est bien, là tu vulgarises à nouveau bien, vachement bien. Putain, t'as un putain de talent de vulgarisation. Y a rien de plus grand que d'être le champion de l'Evo. Ça se joue à Las Vegas, mais aussi au Japon. Ce qui est amusant, c'est que j'ai la réponse à ma question au moment où je me la pose. Je me dis, ouais, il va à l'Evo. Et moi je me dis, putain, c'est quoi l'Evo ? Ah, l'Evo c'est ça. Là on le sent le côté conversation avec le spectateur. Du coup, ils font une demande de visa. Et ils attendent, et à la fin, elle est rejetée. Et Vislash, en creusant un peu... Il est penché en avant vers la caméra. Il y a vraiment ce côté très fortement, je suis en conversation avec toi. Tu vois ce que ça donne comme sensation ? Je suis en train de te parler, je suis en mode confidence. Si je dois te donner 2 talents, il y a un talent d'écriture, de narration, on n'a pas l'impression que le mec improvise, et en même temps si, mais il y a un vocabulaire qui est riche, il tourne pas en rond dans ses phrases, il est pas en train de balbutier comme je le fais là quand j'essaie d'expliquer des choses. Et en même temps... il y a ce côté, voilà, on est juste toi et moi. Et donc ces 2 qualités-là, elles sont énormissimes. Mais ça pourrait être archi mal monté. En plus, c'est pas le cas, hein. Ça serait palpitant et passionnant quand même. Quel talent. Du coup, ils font une demande de visa. Et à la fin,
elle est rejetée. Ce qui rassure les autorités japonaises, c'est de leur donner la preuve que tu viens faire un événement dont on peut bien prouver qu'il existe. Evo n'a jamais envoyé une invitation à personne de toute son histoire. C'est l'outsider. Pour la première fois de leur carrière, font une magnifique invitation et l'envoient au Pakistan. Arslan reçoit la lettre et fait une deuxième demande de visa. Et à 2 jours du début du tournoi, on leur dit « Ah, ton visa a été accepté. » Et là, soudain, branle-bas de combat. Oh mon dieu, est-ce qu'on peut encore être à l'heure? Comment est-ce qu'on y va? Qu'est-ce qu'on fait? Vistage fait ok, on peut encore être à l'heure, mais il n'y a aucun avion qui fait directement Pakistan-Japon. Donc on va te faire un itinéraire. Tu vas faire Pakistan-Thaïlande, Thaïlande. C'est bien là, la carte. Okay. Arslan débarque à l'aéroport, montre son billet et on lui dit où est ton papier spécial pour la Thaïlande? Alors du coup, ça va encore plus dans le sens de ce que je disais quand je disais que j'ai l'impression qu'on est rentré dans un second film, parce que là, l'écriture, même visuelle, elle est différente. Tu commences à mettre du graphisme, tu n'en as jamais mis avant, tu pouvais le faire avant. Alors je suppose que c'est lié au fait que illustrer ce mec-là, t'as très peu d'images, et puis qu'il fallait trouver une façon de montrer les événements et tout ça. Très bien, hein, c'est un très bon choix, mais du coup, ouais, on a un changement. Un Pakistanais, mais en tout cas, c'est resté que 12 heures sur le sol thaïlandais s'il n'a pas une préautorisation, et son escale, elle dure 21 heures. On fait ok. Ça commence à être ultra chaud en termes de timing, mais si tu dors toute la nuit à l'aéroport en Malaisie, demain, il y a un dernier vol qui fait Malaisie-Tokyo. Et le mec, de toute façon, il va arriver à la compétition, il aura mérité sa place. Le lendemain matin, il se présente et la personne à la bande dit « Ok, tu veux aller au Japon, tu as bel et bien un visa pour le Japon, c'est top, mais la personne qui a validé ton visa dit que t'es censé passer par la Thaïlande. Et Malaisie là. Donc non. Pourquoi je devrais te laisser passer alors que t'as changé ton itinéraire sans prévenir personne ?» Il fait juste de la peine aux gardes. Et là, la pause, elle fait du bien aussi. Hein. Quand il dit pourquoi je devrais te laisser passer alors que t'as prévenu personne. Et petite pause. Comme ça, toi, t'as le temps. Tu fais ouais, c'est vrai, putain, merde, comment il va s'en sortir? Il lui explique que ça fait 2 jours qu'il est dans des aéroports, que c'est le rêve de sa vie d'y aller et qu'on l'a juste pas laissé aller en Thaïlande. Ah, il dit s'il vous plaît, par pitié. Ça marche. Le garde dit je capte, tu sais quoi? Va à Tokyo. Il est arrivé à l'Evo Japan. À 5 minutes du début de son match. Là, on est palpitant, là. Mettez-vous à la place d'Arslan quand même quand il débarque. L'esprit shonen. Sa première immense compète à l'international, avec les meilleurs joueurs du monde, et il a pas dormi pendant 3 jours quand il arrive. Il savait même pas s'il était là à l'heure pour son premier match, il savait pas s'ils avaient commencé sans lui, et à côté de ça, il doit non seulement se soucier de ses résultats, mais il a sur les épaules le poids de tous les gens chez lui qui font la même chose, et qui ont besoin qu'il gagne pour avoir un jour leur chance à l'international. Et là, il nous a fait un putain de setup. Ah, quel dommage, le ventre mou, quel dommage, quel dommage! Alors certes, il a de super bons réflexes, certes, il est vite capable de comprendre son adversaire, mais surtout, il a les dizaines de milliers d'heures dans les salles d'arcade de Lahore. Il y a dans sa façon de jouer une quantité de travail. On a l'impression qu'il a vu et étudié spécifiquement chacune des 14 milliards de situations qui est possible dans ce jeu. Ah, je te retrouve là. Et il est arrivé en finale contre Aka, qui vient des Philippines. Donc il arrive en finale, lui aussi un peu une surprise pour ce tournoi, et qui devait probablement se dire « Oh là là, c'est ma journée, aujourd'hui je mets les Philippines sur le toit du monde. » Il s'est fait anéantir. Aplatir les premiers matchs. C'est bon ça, cette façon de se jeter là. Putain, le niveau de je suis en train de te faire des confidences, mec, on est potes maintenant. Ça fait 1h30 que je suis en train de te raconter des histoires. Là maintenant on est buddies. Et il a gagné. Allez. Et il a y a des gens qui ont osé dire que c'était peut-être un coup de chance. 6 mois après, à Las Vegas, il a eu aucun problème pour venir parce que cette fois, tout le monde l'attendait. Toute la salle voulait voir ce qu'il valait. Et comme le script était parfait, il est arrivé en finale contre le plus grand joueur coréen de tous les temps. Si tu dois tomber quelqu'un sur Tekken, tombe-le lui, il n'y a rien de plus prestigieux. Et le mec qui sort de nulle part, quoi. Du dernier round, alors qu'il restait 1 point de vie à son adversaire, il n'a pas fait un pas en arrière, il n'a pas bloqué, il n'a pas choisi une option sûre en attendant que son adversaire fasse une erreur. Dans le plus pur style du gars qui a 30 000 heures dans le jeu et qui joue parfaitement par automatisme, il a fait l'action la plus optimale dans cet échange. Il a fait un pas sur le côté. En fait, ça, il nous l'a set-up depuis le début avec l'histoire du pas sur le côté. Quand il a raconté son histoire à lui. Et j'ai gagné le match sur ça. N'importe qui a 20 secondes sur Tekken sait qu'il faut juste faire un pas de côté. Putain, c'est dommage qu'il y ait eu ce ventre mou, mec. Ah là là, dommage, t'avais mis les éléments. Ah, trop bien. Et là, t'as fini là ce coup-ci. Incroyable. J'avoue que t'as gardé ta meilleure histoire pour la fin. Pour le coup, ça, je peux pas te retirer ça. En fait, tu aurais pas eu le ventre mou. Je pense que c'est typiquement le genre de truc que je pourrais commencer à avoir la larme à l'œil là. Just one thing I wanna say. Fighting game is something so great.
Voilà, et c'était ça ton message depuis le début. Et tu vois, j'avais raison. Ta vidéo, tu l'as faite pour nous faire aimer ça, pour qu'on comprenne enfin. Et je pense que les gens qui connaissent pas et qui se disent ouais mais bon les gars avec leurs jeux vidéo, là, je sais pas quoi, machin truc, bah il faut qu'ils regardent cette vidéo. Ils la regardent et ils vont se prendre une bonne claque dans la tronche. Franchement bravo. Et en plus c'est cool parce que ça m'a permis de parler de plein de choses. J'ai pu dire beaucoup de choses. C'est très important ce problème de ventre mou. Je pense. Et tu me diras si j'ai tort, que ça vient du fait que, comme tu me l'as dit quand on a échangé l'autre soir, tu fais tout seul en fait. Et même si là, quand même, tu mets la grosse claque et on est obligé de se taire quand même un peu, quoi, mais un film, ça se fait pas tout seul. T'aurais eu des gens autour de toi qui auraient regardé le film avec toi, avec du recul, comme moi je peux en avoir. T'aurais dit là, on s'emmerde. Il faut qu'ils te le disent comme ça, hein. Moi je le dis comme ça parce que c'est comme ça que le message y passe. Il faut que tu règles ce problème. Et t'as tous les ingrédients en fait, là pour le coup, c'est juste vraiment une histoire de montage fin, de se dire voilà, là je suis trop long, là ça part dans un truc. Est-ce que j'ai besoin de tout ce que j'ai dit pour set up ma putain d'histoire de la fin? Il y a des anecdotes en trop en fait. T'enlèves. Tu prends le moment où tu rattaches toute cette grande histoire à ton histoire personnelle, à toi avec Tekken. Comme ça, tu bascules sur la technicité de Tekken, sur l'histoire du pas de côté, et ensuite tu nous emmènes vers l'histoire du Pakistanais. Et là, c'était droite ligne vers le kiff, autoroute, et tu me faisais pleurer, mais là, t'as raté, j'ai pas pleuré.